Donc, bienvenue Elsa. Donc, on va parler de Ducrot et Oui, on va parler cahier de tendance. Donc, on va introduire la tout à restauration fait. du futur avec le travail que Voilà, fait Ducrot sur ces tendances nouvelles tout à auprès des fait. Donc, tout restaurateurs d'abord, notamment. merci de nous accueillir. On est Donc, vraiment merci à ravis de vous d'être parrainer ici. cette première édition de Table Talk. Chut, s'il vous plaît, on écoute. Donc, je suis Aziza Khalil, je suis responsable marketing de l'activité food service chez McCormick. Alors, McCormick, c'est le leader mondial des herbes et épices, qui commercialise notamment les marques Ducrot, Vainé et Thai Kitchen en France. Donc, deux mots sur McCormick. Donc, c'est une entreprise mondiale qui produit, commercialise et distribue des herbes, épices, aide à la pâtisserie également, et j'en passe. Voilà, donc c'est vraiment le leader des saveurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de saveurs, justement, et notamment du carnet de saveurs Ducrot, qui est publié chaque année. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ce carnet de saveurs. Donc, en fait, c'est un rapport culinaire qui prédit les tendances culinaires qui vont influencer la cuisine de demain à travers le monde. Donc, j'insiste parce qu'on est vraiment sur des tendances mondiales. Alors, c'est vrai que la gastronomie reste ancrée dans nos cultures régionales et on sait que la gastronomie est un élément de différenciation de chaque région, de chaque pays. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de similitudes en termes de tendances culinaires qu'on retrouve d'un bout à l'autre du globe. Donc, c'est très intéressant. Et ce rapport culinaire donc, est élaboré tous les ans. Donc, McCormick s'entoure d'une quarantaine de ses experts qui représentent toutes les régions du monde pour élaborer ce carnet de saveurs, alors avec des chefs évidemment, des chasseurs de tendances, des diététiciens. Et en plus de ce carnet, on élabore également des recettes, donc une soixantaine de recettes qui sont complètement en lien avec chacune des tendances. Voilà quelques mots sur le carnet de saveurs. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer de prendre une longueur d'avance sur les saveurs et je vais vous dévoiler les 5 grandes tendances culinaires à suivre à travers le monde, d'après le carnet de saveurs Ducrot 2017. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, donc l'idée, c'est que je vous les décrive dans les grandes lignes et j'espère que je vais vous donner envie d'aller télécharger le guide sur notre site. Donc, la première tendance qu'on a appelée s'éveiller aux saveurs du monde, ou en d'autres mots, c'est comment remplacer le bol de céréales traditionnelles du matin par des petits déjeuners au parfum du monde. Donc ça va passer par des riz aux variétés anciennes ou des graines anciennes comme le sorgho, par exemple, qui est originaire d'Afrique. Ou encore des plats très riches, inspirés du Moyen-Orient, donc très épicés, donc à base de sauce corsée. Donc ça, ce sont typiquement les saveurs que vous allez retrouver demain au petit déjeuner. La deuxième tendance, c'est la cuisson à la plancha. Alors vous allez me dire, la plancha, on connaît, c'est vrai. En France, c'est plutôt connu, mais ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Et la cuisson à la plancha gagne en popularité à travers le monde. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le carnet de tendance dévoile que les cuissons à la plancha se marient parfaitement bien avec des sauces très corsées, très pimentées. Donc, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, la sauce adobo negro, donc qui est originaire du Mexique, à base de bière brune, sésame, piment noir et chocolat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être une belle prochaine inspiration. Notre troisième tendance, donc toujours, vous le voyez, autour des cuisines du monde, on va passer sur la Méditerranée, avec le cap sur la Méditerranée, avec une cuisine fusion qui va associer des ingrédients typiques du bassin méditerranéen, comme, pour ne citer que l'épine vinette. Donc l'épine vinette, c'est une baie rouge authentique de la cuisine persane, ou encore des raviolis turcs à base de pois chiches. Voilà, donc des ingrédients qui s'associent parfaitement avec la cuisine occidentale pour renouveler les plats les plus courants. Voilà. Et il m'en reste 2. Donc il y en a une, c'est ma préférée. C'est le jaune d'œuf qui se transforme. Alors le jaune d'œuf, encore une fois, n'est pas très exotique, mais c'est surtout la façon dont il est préparé qui peut surprendre. Donc le jaune d'œuf va se décliner sous différentes formes, que ce soit séché à base de sel et d'épices. Donc vous faites sécher votre jaune d'œuf et ensuite il durcit, ce qui vous permet de le râper sur un plat. Donc ça peut remplacer un parmesan. Qui soit poché dans un bouillon, donc ça c'est typique des plats coréens par exemple, ou encore poché directement dans un plat mijoté type shakshuka, qui est un plat du Moyen-Orient. Donc vous voyez diverses façons de déguster ce trésor doré, voilà, pour encore une fois renouveler toutes vos cartes.
Et pour finir, une association de saveurs. C'est ma préférée. Oui, donc je vous conseille vraiment d'aller télécharger cette recette et d'essayer. Et pour finir, le poivre, l'association des saveurs poivrées et sucrées. Donc pour faire court, c'est vraiment la saveur corsée et piquante du poivre qui se marie à merveille avec des ingrédients naturellement sucrés, comme notamment les fruits exotiques. Donc on a des recettes à base de fruits du jacquier, par exemple, ou du fruit du dragon. Ou de dattes aussi. Ou des sirops de dattes, effectivement. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller jeter un œil à notre site Ducros Food Service. Et si vous avez envie de télécharger le guide en son intégralité et de découvrir toutes les recettes associées, donc c'est ducrosfoodservice.fr. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Aziza, merci Ducros. Prenez quelque chose d'ordinaire comme ce citron vert. Maintenant, prenez Perrier citron vert, vous obtiendrez quelque chose d'extraordinaire, de vraiment extraordinaire. Découvrez la gamme Perrier aromatisée, 100% naturelle, 0 sucre. Eh bien, on va enchaîner. 9e table ronde. Donc, on va essayer de se projeter un petit peu vers l'avenir. Encore une fois, en 40-45 minutes, on ne va pas pouvoir tout explorer, mais on va converser avec nos 4 intervenants. Donc, je vous demande d'applaudir et je vais accueillir Anne-Claire Paré de Bento, l'agence Bento. Léa Benzimra, la conciergerie gastronomique. Charles Compagnon. Où est Charles? Il est là-bas. Et Orissa Cavin de Foodora. Merci à tous les 4. Tu es bien entouré, Charles. Voilà, au centre. On a commencé par la place des femmes et là, on fait la place à l'homme. Merci à tous les 4. Donc, Orissa travaille pour Foodora, donc on connaît, un acteur de la livraison, à domicile. Léa, qui est électron libre, hein, on va dire, qui réfléchit aux tendances, à des scénographies, qui travaille avec des marques, avec des restaurateurs. Charles, donc, qui est restaurateur, qui a aujourd'hui 3 restaurants, l'Office, le Richer et le 52 Faubourg Saint-Denis. Et il nous parlera d'une aventure qu'il a tentée, avec beaucoup de courage et d'audace, et sur la livraison. Et puis donc Anne-Claire Paré de Bento, qui phosphore sur les tendances... c'est le mot, les tendances de demain. Merci à tous les 4. Donc effectivement, c'est un thème, voilà, on pourrait tout dire 1000 choses. On aurait pu parler de l'alimentation, de ce qu'on va manger. On est plutôt ici pour parler du restaurant et du nouveau restaurant du futur. Donc comme toutes les autres tables rondes, je voudrais commencer par Charles, honneur aux hommes, qui est donc restaurateur, et tu as tenté, donc je disais, avec beaucoup d'audace, tu as eu envie de lancer un service de livraison à domicile, de plats gastronomiques, bistronomiques, je ne sais pas le mot. L'idée, c'est vraiment qu'on ait chez soi des plats que tu sers, toi, au restaurant. Et donc tu as fait ça avec ton chef du 52, tu as créé un labo, et ça s'appelait Chochocho, un très joli nom. Tu peux nous raconter la jeunesse, pourquoi tu as envie de monter ça? En fait, je suis parti du constat qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient manger chez eux et de la qualité. Et avec un peu l'explosion de Deliveroo, Foodora et d'autres personnes, je me suis dit que le point de vue d'un restaurateur pouvait être intéressant et amener une certaine qualité chez les gens. Donc, je me suis dit personne l'avait fait, donc je vais essayer de le tenter et je me suis lancé en me posant les questions, en partant de la problématique de la qualité et du goût et en produisant aussi nous-mêmes cette cuisine et en livrant chaud, donc avec un peu toutes les problématiques les plus difficiles en termes de logistique, de production et voilà. Tu as mis toutes les contraintes dans une seule et tu t'es dit allez, on y va. Et on a fait ça pendant 1 an.
je pense, livrer à peu près 8 000 ou 10 000 repas. On avait 2 000 clients, on était assez contents, mais après, en fait, avec le recul, il y a des problématiques que j'avais un peu sous-estimées, des problématiques qui sont extérieures au métier de restaurateur, qui sont problématiques de marketing, de communication, de logistique, de financement aussi, qui est important, parce qu'on est dans un marché où, en fait, je pense, une des choses les plus importantes est la capacité à se financer pour continuer à se développer, parce qu'aujourd'hui, aucun des acteurs ne gagne de l'argent, tout le monde perd de l'argent et de façon importante. Donc voilà, moi, avec mes petits moyens, j'en ai perdu pas mal. J'en ai perdu pas mal, mais après, moi, mes capacités sont assez faibles, donc j'ai arrêté rapidement. Et j'ai 2-3 copains qui avaient investi avec moi et on a malheureusement tout perdu. Mais maintenant, je pense que je comprends bien et je connais bien les problématiques de ce secteur. Et aujourd'hui, vu qu'on a des acteurs qui sont plutôt des acteurs qui ont des gros financements, pour des petits artisans, c'est assez compliqué. Et aussi, vu que c'est un marché sur lequel il faut forcément scaler, se développer de façon importante, tu n'arriveras pas à suivre en termes de qualité sur un volume important. Je parle si tu produis toi-même. Après, il y a des modèles différents. Foodora ou Deliveroo vont livrer d'autres personnes. C'est un autre modèle. Donc après, voilà. Moi, c'était juste mon expérience. Et le fait d'avoir fait ça, c'était assez intéressant parce qu'on a eu, je pense, pas mal de succès en termes de qualité et de clients qui consommaient beaucoup. On a eu des gens qui ont commandé jusqu'à 100 fois en 400 repas, donc un repas sur 4. Et beaucoup de gens qui étaient des clients qui répétaient les commandes. Mais on n'a pas su se développer suffisamment rapidement et trouver aussi un modèle économique. Donc on a arrêté au bout d'un moment pour limiter la casse. L'idée, c'était de partir d'un labo, de livrer autour pour que ça arrive chaud, justement, puis essayer de s'étendre. Voilà, on avait un labo de production, des labos qui livraient dans une zone de chalandise très proche, qu'on livrait chaud à vélo. Donc le coursier avait à peu près 6 minutes, 7 minutes pour livrer chez la personne. Donc ça allait extrêmement vite. On a des systèmes pour que le sac reste chaud, qu'il y ait des briques chauffantes dans le sac. On avait poussé tout au niveau des packaging aussi, de la qualité du packaging, de notre identité visuelle, de plein de choses. On s'est vraiment éclaté à le faire. À faire le projet, mais après en termes d'économie, on facturait ça moins cher qu'un restaurant et ça nous coûtait beaucoup plus cher que de faire un repas pour un client dans un restaurant. Voilà. Donc pour l'instant, la dématérialisation de tes restaurants attendra un petit peu compliqué. Alors, parole à Orissa, qui représente Foodora, qui est un autre modèle. Effectivement, Foodora ne produit pas de cuisine. Foodora va chercher dans des restaurants et livre ensuite. C'est un modèle que Charles disait, les acteurs ne gagnent pas d'argent. Foodora ne gagne pas d'argent. Alors c'est compliqué, ça coûte très très cher de faire de la livraison. Le modèle est complètement différent de ce que Charles faisait ou de ce que Frischti fait. Parce qu'effectivement, Frischti fait à manger, c'est ça ? Exactement. Nous vraiment, on ne fait que de la livraison. On se concentre sur la livraison, ce qui est déjà assez compliqué. Avoir un coursier, effectivement, ça coûte relativement cher. Car on paye les coursiers à l'heure, non pas à la course, mais à l'heure, ce qui nous coûte en fixe 7,50 €. Après, il faut rajouter tous les variables. On arrive à environ 11,50 € de l'heure pour un seul coursier, pour une commande. Ce qui fait qu'on est obligé de prendre une certaine commission au restaurateur. Bien sûr, on fait aussi payer le client 2,50 € pour nous aider à payer le coursier. Et vous pensez que c'est un modèle qui peut fonctionner, qui va fonctionner ? Ah oui, bien sûr. On en est où aujourd'hui alors écoutez, je pense que Frischti a levé énormément d'argent. Oui. Je pense qu'on a tous été surpris de voir des sommes de 40 millions d'euros, je crois. 30 seulement. Ouais. Moi, je crois que j'ai eu 40. Enfin, bon, oui. 30 ou 40. Deliveroo vient de lever, je crois que c'était 360 millions la semaine dernière. Est-ce qu'on n'est pas dans la bulle les années 90 et la bulle Internet qui risque d'exploser ? Je pose la question sans réponse. Alors, je pense que nous, personnellement, nous avons un modèle sur la durée. C'est pour ça qu'on fait très attention à nos coûts, à nos dépenses. C'est pour ça que certains restaurants, on décide de ne pas les signer parce qu'on sait qu'on va perdre trop d'argent par commande. Ce qui fait qu'évidemment, on cherche une rentabilité. On veut aussi que le restaurant soit rentable, mais nous aussi, il nous faut une certaine rentabilité. Je pense que c'est un modèle qui va continuer sur les années. C'est pour ça qu'on continue à avoir pas mal d'investisseurs qui croient en nous et qui croient à la livraison en général. C'est quand même un business qui continue de se développer. On augmente chaque année de 30 à 40% le nombre de commandes et on voit vraiment une croissance tous les mois sur le nombre de commandes. Et d'ailleurs, la société continue à s'agrandir. Nous sommes actuellement présents dans 11 villes en France et en début d'année prochaine, on va ouvrir 2 nouvelles villes.
Et vous me disiez, si on se projette dans le futur, vous constatez qu'un certain nombre de restaurants se transforment presque, ne sont plus des restaurants qui reçoivent des clients, mais qui se transforment en labo, un peu le... Exactement. De plus en plus de restaurants décident de se concentrer sur les plats à emporter à la livraison. Parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup moins de place. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tables. Et de deux, vous avez moins de personnel, moins de charges de personnel. Donc c'est vrai que nous avons plusieurs restaurants qui gardent bien sûr une maison mère, mais qui, à côté, pour essayer d'aller atteindre une nouvelle clientèle, vont ouvrir juste un laboratoire à l'autre bout de Paris pour avoir quand même un pied dans plusieurs endroits. Voilà. Et pour atteindre aussi plusieurs zones de livraison. Donc on va vers la fin du restaurant Ah non, absolument pas. Qui accueille des clients Non, absolument pas, absolument pas. Je pense que les clients continuent bien sûr à... C'est toute une autre ambiance d'aller en restaurant. Et bien sûr, la qualité du plat, on essaye vraiment de livrer une excellente qualité, mais c'est vrai que ce ne sera jamais comme au restaurant. Et toi, Charles, par exemple, tu comprends que les gens ne veulent moins venir au restaurant? Est-ce que ça pose des questions aux restaurateurs aussi dans l'avenir de se réinventer pour que les gens reviennent au restaurant plutôt que chez eux? Non, je comprends tout à fait. C'est pour ça que j'avais monté Chaud. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où on a plus envie de manger chez soi avec des jeunes enfants, ou quand on a moins de capacité pour sortir, quand on a envie de passer des moments aussi, je ne sais pas, peut-être en famille. Donc non, je trouve ça tout à fait normal et logique, et c'est un vrai constat. Il y a un vrai développement de ça. Mais comme le disait Madame, je pense que le restaurant est irremplaçable dans l'échange humain, en fait. On peut pas du tout, c'est très différent, et la capacité d'un restaurant à régler un problème, régler une erreur, c'est génial, parce qu'on est sur place, on peut fixer des problèmes, tandis qu'en livraison, quelque chose va pas bien, tu as fait 99% du travail parfaitement, 1% fait tout louper, tout le reste. Donc c'est un petit peu difficile quand même comme métier. Quand ton livreur a décidé d'arriver en retard ou de s'arrêter, dire bonjour à un copain, et que ton plat, où tu as bossé pendant des heures et des heures sur le packaging surtout, etc., et que tout est loupé à cause de ça, c'est un petit peu difficile. Et tu ne peux pas le régler très rapidement. Ça te coûte forcément beaucoup d'argent, c'est forcément très compliqué à régler et forcément très déceptif pour le client. Donc ça, c'est un point qui est assez difficile en livraison. Et après, Madame, je pense qu'elle a beaucoup moins de problématiques parce que c'est une plateforme. Donc déjà, ça n'a rien à voir avec le fait de produire, de gérer toutes ces choses-là, ce qui est déjà une problématique en soi. Et après, c'est des acteurs, je pense, avec Deliveroo qui se battent pour la marque. En fait, ils veulent créer une marque qui soit la plus reconnue et une habitude chez les gens. Et donc, ce qui est bien avec un service qui va derrière, et avec une qualité. Alors après, le seul risque, moi je vois un peu ces acteurs comme Booking dans l'hôtellerie, c'est des gens qui se positionnent sur un modèle économique et qui après vous rendent dépendants, parce que si 80% de chiffre d'affaires est fait chez Foodora, si Foodora à un moment décide de ne pas vous mettre en avant, c'est un peu un problème pour votre chiffre d'affaires. Donc moi c'est comme ça que je le voyais comme risque éventuel, potentiel. Ce qui est arrivé dans l'hôtellerie avec Booking par exemple. Donc c'est toujours le cas. Est-ce que c'est un risque ça, d'être moins visible tout à coup sur la plateforme de Foodora? Alors, la seule manière d'être moins visible sur notre plateforme, c'est si vous faites trop d'erreurs et qu'on décide d'arrêter de travailler avec vous. Autrement, c'est vrai que les restaurants tournent sur la plateforme. Je dirais le classement de nos restaurants sur notre plateforme est dû à plusieurs facteurs. Exactement, notamment le temps de préparation. Donc, le temps de préparation, c'est le facteur qui va faire que votre restaurant se trouve tout en haut sur notre plateforme. Car moins votre temps de préparation sera élevé, plus vite le client sera livré. Voilà, c'est ça vraiment la première chose. La deuxième, c'est la localisation du client par rapport au restaurant. Un client qui se situe à 2 km sera évidemment livré en beaucoup plus de temps qu'un client qui est à 500 mètres du restaurant. Alors Anne-Claire, dans cette idée de dématérialisation, on a parlé ensemble du fait que les restaurants deviennent des marques, peuvent créer des spin-offs, des produits dérivés. C'est un mouvement que vous constatez En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend bien compte aujourd'hui que la restauration, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus compétitif, et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Parce qu'il y a non seulement plus en plus de gens comme monsieur de l'ambassade d'Auvergne qui s'intéressent à la restauration, donc plein de nouveaux entrants. Avant, c'était un métier qui était quand même plus fermé. Et il y a aussi beaucoup de gens autour de la restauration qui s'intéressent à ce métier, donc notamment tous les distributeurs. Le rachat, par exemple, de Whole Foods par Amazon, c'est le développement de kits repas demain qui vont être hyper compétitifs par rapport à une prestation de restauration qui est livrée. Donc ça, en fait, ça va inciter les restaurateurs qui ont des offres qui marchent
à capitaliser, à développer leurs offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un restaurant, c'est un dîner, un déjeuner, qui est à peu près normalisé. Donc demain, l'idée, c'est de profiter de cette marque, de cette expérience client qui marche, pour la développer sur d'autres types de restaurants, donc des restaurants qui peuvent être plus accessibles, plus tournés sur la livraison, par exemple, plus tournés vers le bar. Il y a tout le développement du bar-food, qui est encore assez embryonnaire un peu en France, mais qui sont aussi des gisements d'offres assez intéressants. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, aujourd'hui, je suis un restaurant parce que je sers un déjeuner, etc. Demain, je suis une marque. Et comment est-ce que je peux utiliser le succès que j'ai en tant que restaurateur pour développer une palette de prestations qui me permettront de gagner plus d'argent et aussi de satisfaire mes clients. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les restaurants qui marchent, comme celui de monsieur, en fait, refusent aujourd'hui beaucoup de clients. Parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi d'accéder aux restaurants qui fonctionnent. Léa, on parlait ensemble le fait de ces restaurateurs qui produisent eux-mêmes. On en parlait aussi un peu avec Anne-Claire. Et on pourra en parler avec Charles, parce que Charles contrôle beaucoup de ce qui fait à manger ou à boire, notamment à boire, en fait, dans ces restaurants. C'est aussi une tendance de faire de plus en plus de choses, de produire dans son restaurant. Il y a les chefs jardiniers qui ont des grands jardins. Ce qui est sûr, c'est que dans les études qui sont menées sur les attentes des consommateurs en restauration d'ici 2030 ou 2050, c'est que les gens veulent de plus en plus consommer local, ils veulent de plus en plus des plats qui peuvent être personnalisés. Il y a même environ 30-40% des consommateurs qui aimeraient même de ne plus avoir de serveurs dans les restaurants, donc ça pose des questions. La première des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on va au restaurant? Donc en effet, il y a plusieurs raisons. Donc il y en a qui vont pour le contact. Moi, je ne vais pas au restaurant pour manger, je vais au restaurant pour le contact, et je ne serai pas une bonne cliente de la livraison parce que forcément, quand on reçoit un plat après 10 minutes ou 30 minutes, on n'a pas la même qualité, et pour moi, la qualité, c'est le critère le premier pour rencontrer un produit, un chef, une cuisine. Et c'est vrai que pourquoi ne pas envisager que finalement ce restaurant, je l'espère, restera un lieu de rencontre et de vie. D'ailleurs, on n'invente rien, c'est Jean-François Piège qui le dit, aller au restaurant, c'est autant ce que l'on mange, ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Donc limiter le restaurant à l'assiette, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est des passions avant tout et on ne passerait pas autant de temps ni en salle ni en cuisine si ce n'était pas pour transmettre. Et donc, pourquoi pas envisager que le restaurant, au-delà d'être un lieu de production de nourriture, puisse continuer de perpétuer ce savoir-faire, cette transmission et d'aller encore plus loin dans la valorisation des producteurs, jusqu'à, en effet, peut-être mettre encore plus en avant les produits, peut-être même parfois les proposer à la vente. Alors, c'est peut-être aberrant, mais moi, j'y crois. Je crois à la programmation d'un restaurant où on a à la fois l'espace du marché, de peut-être la formation ou d'ateliers culinaires, et même pourquoi pas ce qu'on appelle le fameux frigo vide, où les gens passent le soir après le boulot et peuvent emporter chez eux. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi dans les dérives sur le restaurant laboratoire, carrément des robots qui peuvent être des futurs commis. Voire même des cuisiniers, entre guillemets, qui peuvent exécuter des recettes. Donc si on part dans la fonction limitante du restaurant à la fonction de manger, pourquoi finalement ne pas avoir plus de robots et plus d'automatisation sur des tâches, et au contraire, à l'inverse, avoir des restaurants qui cultivent l'humain, le produit, le savoir-faire, avec en effet peut-être des lieux de vente sur des artisans, des produits artisanaux. Voilà. Ouais, vous avez constaté ça, des oui, restaurants qui font de l'hydroponie, des salades bars à Berlin. C'est drôle, l'idée c'est ça, c'est que demain, en fait, le restaurant devient quasiment une unité de production où il y a des ingrédients très très bruts qui rentrent, et puis on fait de plus en plus de choses sur place. Alors l'extrême, moi je l'ai vu à Berlin, en fait, c'est un truc qui s'appelle Good Bank, et c'est un salade bar, et derrière le comptoir, vous avez les salades qui sont élevées, qui sont produites en culture hydroponique. Donc c'est assez étonnant quand même comme impression. Et donc c'est un salade bar où après vous choisissez votre salade, on vous la coupe quasiment devant vous et puis on vous assaisonne évidemment à votre goût, puisque on va y revenir. La customisation, c'est aussi une des grandes tendances. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment cette idée d'avoir de plus en plus, d'avoir de la torréfaction sur place, parfois de la microbrasserie, d'avoir de plus en plus de produits qui sont produits par le restaurateur, qui contrôle ainsi l'intégralité de la qualité de la prestation qu'il veut délivrer.
Mais bon, produire en hydroponie, c'est pas forcément Non, là, c'était un Graal, exemple un peu extrême. Hein. ouais, C'est aussi quand on est dans le futur, il faut pouvoir un petit peu s'évader. Hein, donc. Mais toi, par exemple, Charles, tu es de ces restaurateurs qui ont envie de... quand tu sers du café, si on te dit... tu m'as raconté ça, on t'a dit ton café, il n'est pas terrible. Bah, du coup, tu fais ton café maintenant. La bière, pareil. Je pense qu'un jour, tu feras du vin. C'est quoi cette idée? C'est qu'un restaurateur doit maîtriser, contrôler le plus possible ce qu'il donne à manger? Je pense que c'est très personnel et moi c'est par curiosité en fait. Personnellement je ne buvais pas de café jusqu'à encore 6 ans. J'ai goûté un café que Coutume avait torréfié que j'ai trouvé délicieux et ça m'a ouvert. Je venais du monde du vin, j'avais fait une formation de sommelier et ça m'a ouvert un peu aux arômes du café, à la complexité. Et par curiosité j'ai vraiment envie, comme j'ai fait avec le vin, d'aller travailler dans les vignobles, de faire des vendanges, de comprendre les vinifications, de faire tout ça. C'est vraiment de pouvoir, si un client me pose une question, vraiment lui expliquer et être sûr de moi, de pas dire des bêtises et vraiment de connaître mon produit jusqu'au bout. Donc c'est le cas pour mon café que je torréfie moi le week-end. J'ai acheté une machine pour torréfier le café et voilà. Chez donc, toi, chez moi, ta maison, dans ma maison et comme ça. Alors c'est un peu embêtant, il y a des week-ends où j'ai moins envie et c'est un peu plus compliqué, mais il faut le faire. Et c'est sympa parce que je maîtrise vraiment tout de A jusqu'à Z, de la qualité de mes grains verts jusqu'à la torréfaction, jusqu'à l'extraction de la tasse avec mes machines à café, avec mon personnel. Donc c'est assez sympathique de pouvoir maîtriser sa qualité comme ça. Et après, sur des produits comme la bière, j'ai fait un partenariat avec un brasseur qui est belge, qui a créé une bière avec moi, plutôt avec lui, ses compétences, et moi avec mon idée du goût. Et c'est plus par plaisir personnel, par curiosité, et c'est assez intéressant de partager ça avec les clients qui, quand ils sont réceptifs. Et après, il y en a qui ne sont pas réceptifs, et c'est pas non plus très grave, qui trouvent mon café bizarre ou qui trouvent ma bière bizarre, mais c'est pas très grave non plus. Donc non, c'est sympathique, c'est par envie personnelle, et je pense que c'est pas une obligation. Mais après, il y a un peu des gens qui sont que dans le côté purement business et qui le font un peu comme une stratégie marketing, et c'est toujours un petit peu moche quand c'est le cas, quoi. Qui se disent je vais faire le restaurant totalement vertical, intégré, et là généralement ça se sent. Hein. Il suffit de parler un petit peu avec les gens qui le font, mais voilà, il y a de plus en plus de nouveaux restaurateurs, comme le disait Madame, et de gens qui ont fait des études brillantes et qui se disent quelle est la bonne niche ou le bon business dans lequel je pourrais être, sur lequel il y aurait un volume à faire, quelque chose d'intéressant, mais ça a toujours une capacité, une limite qui est vite atteignable, parce que ça reste de l'artisanat. Notre métier, c'est de l'artisanat, et on a un périmètre qui est toujours limité. On ne peut pas aller... à partir du moment où on multiplie trop, on perd en qualité, c'est certain. C'est un peu comme ces potagers où certains... On sait très bien que pour passer beaucoup de produits dans un restaurant, il faut des jardins comme Alain Passard, qui en a 3 aujourd'hui, qui peut passer tout ce volume. Après, quand on a un petit potager chez soi, c'est sympathique, mais on sait que ça ne nourrit pas tous ses clients. Les clients, justement, ils sont aussi en demande de participation. Hein. Voilà, je crois qu'il y a aussi cette tendance. On disait qu'ils sont en recherche d'authenticité, j'aurais pas dû m'aventurer, de locavorisme, mais ils ont envie de devenir des acteurs du restaurant aussi. Alors, on voit aujourd'hui en fait que les clients de la restauration sont de plus en plus experts. Ils passent beaucoup de temps à regarder ce qui se fait. Ils font aussi pas mal de cuisine chez eux. Enfin, c'est devenu aussi pour beaucoup de gens une vraie passion. Hein, même s'il y a entre le déclaratif et la réalité, il y a souvent des décalages assez importants. Mais c'est vrai que cette envie donc, de connaissance, cette expertise toujours plus poussée par rapport aux produits, aux recettes, etc., pousse aussi les clients à vouloir mettre un peu leurs pattes sur la prestation. Donc il y a des choses qui sont déjà hyper connues, hein, comme ce qu'on appelle la personnalisation, le fait que dans un salad bar, par exemple aujourd'hui, vous pouvez composer votre recette. Donc ça, c'est des trucs assez classiques. Après, il y a même des chaînes comme Subway qui en ont fait un peu leur argument de vente. Hein, vous composez votre recette. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans la gastronomie, mais on est dans quelque chose qui marche parce qu'il y a cette attente, en effet, de participer à la prestation. Et aujourd'hui, on voit même des concepts qui se développent avec des promesses presque de collaboration, de cuisine communautaire. Hein, alors là, c'est très marketing, encore une fois, mais c'est Accor qui développe son nouveau concept d'hôtel Joe & Joe, qui est destiné aux consommateurs les plus jeunes, et qui, en fait, propose des cuisines collectives. C'est-à-dire que la cuisine est mise à disposition donc, des hôtes de l'hôtel qui peuvent faire la cuisine pour leurs invités, etc. Les locaux peuvent aussi louer la cuisine pour créer des événements. Donc on voit qu'on a quelque part cette appropriation donc, de l'espace de restauration par le consommateur. Et ça, c'est aussi probablement une niche qui n'est pas forcément inintéressante, puisqu'on voit aussi que le marché de la réception peut être un marché très intéressant également pour la restauration. La réception privée, hein, on est tous dans des grandes villes hein, comme Paris, on connaît le prix du mètre carré, c'est difficile de recevoir chez soi, et on sait que le marché du catering est un marché qui est tout à fait porteur également, et donc qui peut aussi se développer autour peut-être de cette idée de collaboration. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le partenaire, le végétal aussi est quelque chose de très
dans le vent, et puis ça va peut-être pas s'arrêter. Est-ce que chez Foodora, on constate qu'il y a beaucoup peut-être de livraison de plats végétariens, de plats où le végétal est très fort? Est-ce que vous avez constaté ça? Oui, alors on constate que les gens veulent manger mieux, ils veulent savoir d'où vient leur nourriture, ils veulent consommer local, ils aiment bien savoir que les produits sont français, que le restaurateur fait attention à ce qu'il utilise. C'est vrai que ce qui marche bien en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est par exemple les Pokéballs. C'est la tendance. Certains restaurants font ça depuis 1 an. Enfin, c'est des bols de riz avec du poisson, des légumes frais, voilà. Les fruits viennent pas toujours de France, mais voilà. Mais c'est vrai que les salades fonctionnent toujours très bien. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent manger bio, qui veulent manger sain. Donc on essaye d'aller chercher un peu ces petits restaurants qui justement sont vraiment ne font que ça. Et ça marche de mieux en mieux. Ouais, Claire, vous constatez aussi cette poussée du Oui, on en parle beaucoup, hein, de toute façon c'est vrai, et alors dans le déclaratif toujours, puisque c'est quand même toujours la difficulté entre la déclaratif où tout le monde veut s'alimenter de façon exceptionnelle, hein, on le sait tous. Après quand on fait son marché, finalement il y a des arbitrages entre il faut que ça plaise à tout le monde chez moi, donc ça va être un peu compliqué. C'est les haricots verts, finalement c'est quand même pas forcément le plat préféré des enfants, faut bien le dire. Encore que quand ils sont bien cuisinés, c'est quand même un plaisir. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette envie. Alors il y a le truc à la mode en ce moment, c'est le flexitarisme. Le flexitarisme, c'est super parce que c'est le végétarisme pour les nuls. Hein, c'est-à-dire que vous êtes végétarien autant que vous voulez, mais quand vous avez l'opportunité de manger bien de la viande, etc., vous pouvez aussi y aller. Donc c'est quand même un truc qui est assez facile à vivre et assez sympathique, qui se rapproche d'ailleurs aussi de ce que les gens attendent aujourd'hui, parce que la nourriture, il y a quand même cette espèce de somme de diktat qui parfois fait oublier le plaisir, mais le plaisir est quand même toujours là, et donc c'est quand même important de le garder en tête. En tout cas, donc le flexitarisme, apparemment 30% donc, des Britanniques sont intéressés par ce régime, les Français également. En Allemagne, c'est encore plus fort. Et donc, on a vraiment, en tout cas, cette idée, cette envie de diminuer la consommation de protéines végétales. Alors là, justement, ce matin, j'étais en train de travailler sur animal. Excusez-moi, désolé, je m'emballe. Et donc là, par exemple, je lisais donc, les déclarations de quelqu'un qui s'appelle Matthew Kinney, donc, qui est un grand avocat en fait, de la cuisine végétarienne, végane à l'origine. Et lui, il dit que l'avenir, c'est le plant-based. Hein, tout ce qui est basé donc, sur le légume. Et donc, pour lui, ce n'est pas du vegan, ce n'est pas du végétarien, mais c'est vraiment remettre le légume au centre. Et donc ça, pour lui, c'est une grosse tendance. Hein, c'est-à-dire, c'est remettre cette garantie de naturalité au centre vraiment de l'assiette. Toi, Charles, c'est une tendance que tu... Oui, nous, on a mis un plat végétarien à la carte, et c'est très drôle parce que les chefs ne supportent pas les gens qui mangent végétarien. Donc dès qu'on fait un plat végétarien, ils sont là, ah oui, végétarien, putain, un truc, etc. Ah, c'est Fashion Week. Et c'est assez drôle de les voir réagir à ça. Et moi, je suis là, je leur dis, mais relaxez-vous, les mecs. Hein, c'est les gens, ils mangent ce qu'ils veulent. On a mis un plat végétarien. Oui, ils commandent des plats végétariens. C'est aussi intéressant. Mais ils ont tendance, vu qu'ils viennent des restaurants gastronomiques, la protéine est toujours très importante en proportion. C'est quasiment 2/3 de protéines, 1/3 de légumes. Donc c'est toujours un petit peu énervant pour eux, mais les gens adorent et sont très contents de manger des plats végétariens qu'on fait, nous, maintenant dans tous nos restaurants. Et je trouve ça bien, quoi. Et les gens, comme disait madame, il y en a qui... On leur explique qu'ils changent tout le temps selon les arrivages le plat végétarien, ce qu'on a dans le plat végétarien. Après, finalement, ils prennent du bœuf ou autre chose. Ils sont un peu opportunistes, surtout, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont végétariens, ce qui est quand même assez cool. On peut les convertir avec des bons produits. Est-ce que... on a beaucoup parlé des menus sans gluten, sans lactose, sans tout, plus de menus du tout. Est-ce que c'est encore très présent? Ça va se renforcer? Oui, parce que c'est vrai qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est quand même dans une espèce d'alimentation qui doit nous ressembler. Et quelque part, le fait d'avoir une alimentation qui est free for quelque chose, c'est l'idée de se dire on est plus éclairé que la moyenne. Hein. C'est vrai que cette idée que nous, on a compris quelque chose de plus et que du coup, on prend des positions grâce à son alimentation. On est dans une alimentation aujourd'hui qui est très dans le paraître quand même. Hein. On est dans le plaisir, mais aussi beaucoup dans le paraître. Et le fait de revendiquer certaines régimes free from, c'est vrai que c'est une vraie façon d'affirmer quelque chose.
plus s'affirmer soi. Oui, après, il y a évidemment aussi clairement de santé, beaucoup ou de plus. bien-être. Alors aujourd'hui, on voit bien également que les gens sont testés de plus en plus systématiquement pour tout ce qui est allergie, etc. Donc on a presque tous un profil nutritionnel. Ou demain, on aura tous un profil nutritionnel avec les trucs qui nous conviennent, qui ne nous conviennent pas. Et donc ça va aussi vers un monde où, évidemment, le fait de prendre en compte ce genre de choses, ça va rester important. Est-ce qu'on va vers des restaurants qui seront très ciblés, des restaurants sans gluten, des restaurants sans lactose? Est-ce qu'on pourra, comme chez Charles, manger une salade et puis après avoir envie de manger un... Alors d'abord, ça existe dans tartare. pas mal de pays. Au Japon, en fait, il est assez fréquent quand vous allez dîner au restaurant, d'aller manger une petite boulette là, un petit sushi là. Enfin, c'est vrai que c'est assez classique en fait ce parcours. Finalement, nous, on a l'habitude de tout manger en un même lieu, mais il y a quand même pas mal de pays où c'est pas le cas. Donc ça, déjà, c'est possible. Moi, je ne crois pas vraiment à un concept qui soit vraiment très orienté sur un free from. Après, en même temps, on voit bien quand même que la compétition, encore une fois, devient de plus en plus violente. Et on voit notamment un concept à Londres qui s'appelle POD, qui a été inventé par quelqu'un qui a eu une crise cardiaque en 2005. Donc ça commence déjà très très fort. Et qui après a fait le constat, alors en Angleterre, en plus en 2005, c'était pas forcément la grosse ambiance, et donc dans la restauration rapide, il n'arrivait pas à s'alimenter. Donc il a créé un concept qui s'appelle POD. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit quand même, parce que on se nourrit de mineral pod, tous les sandwichs sont multigrains. C'est quand même très très poussé en termes de promesses santé. Et en fait, ils en ont déjà 25 à Londres, et ça correspond quand même vraiment à une attente des gens qui vont peut-être pas y aller toute la semaine, parce que là quand même c'est un petit peu violent, mais le jour où ils veulent faire gaffe, ils vont là, et ils savent que là, c'est sûr qu'il ne peut rien leur arriver de dramatique au niveau alimentaire. Charles, toi, ta conception de la restauration, c'est vraiment de faire plaisir, des bons produits. Tu penses qu'il y a encore un avenir dans cette restauration-là? Tu vois comment l'avenir du restaurant? Si tu avais un autre restaurant à monter aujourd'hui, tu irais toujours dans cette direction-là? Moi, pour moi, c'est assez classique et j'ai rien inventé. C'est un endroit qui est ouvert pour rendre des services aux gens. Donc, nous, on est ouvert dans 2 de mes 3 restaurants de 8h du matin à minuit. On est là pour les rendez-vous, pour que les gens prennent un rendez-vous, prennent un petit déjeuner, que les gens se rencontrent, que les gens échangent. Que les gens déjeunent ensemble et partagent un moment. Pareil l'après-midi pour qu'ils se réunissent. Le soir pour boire des verres, pour dîner. Donc c'est plutôt un lieu de vie. Et en fait, quand même, dans les villes dans lesquelles on vit, comme Paris ou toutes les métropoles, il y a quand même très peu d'espace dans les appartements et c'est quand même très compliqué de rencontrer les gens ailleurs que dans les cafés ou dans les restaurants. Donc je pense qu'il y a un avenir certain pour les bons cafés, les bons restaurants et les gens qui font le travail aussi, je pense, dans la durée, parce qu'il y a les gens qui suivent les modes et qui sont là pour faire le tour gastronomique de Paris. Et il y a aussi les gens qui vivent dans un quartier et qui sont contents de trouver une solution dans leur quartier pour recevoir leurs amis, partager, échanger. Et donc nous, c'est le gros de notre clientèle. Et après, on a aussi des gens qui viennent de partout dans le monde et des gens très branchés et tout ça. Et on a cette chance. Mais je pense que oui, il y a un bon avenir pour la restauration classique, aussi pour la livraison à domicile. Il y a un bon avenir pour tout. Et toi, tu as choisi pas de réservation, c'est ça? On a parlé de réservation. Non, moi, j'ai choisi pas de réservation. Pourquoi parce que ce choix? Ça élimine un problème déjà. Tôt, qui est un problème qui est extérieur au restaurant. C'est-à-dire que la personne qui t'appelle, qui te dit on va être 4, finalement on est 3, on est 2, quelle est la station de métro la plus proche, comment on vient, qu'est-ce qui se passe, j'aurai 15 minutes de retard. Tu as déjà enlevé beaucoup des problèmes, il vient, il est là, il dit je vais être 2, je vais être 3, je vais être 4, et nous on trouve des solutions très facilement. Et on n'a aucun problème, ça fait 5 ans qu'on a ouvert le premier restaurant sans réservation, et on n'a aucun souci. Ce week-end, c'était la folie, il y avait plein de gens, il n'y a eu aucun problème, on trouve des solutions, on a des chauffes-terrasses à l'extérieur, et c'est sympathique, ça crée déjà une première approche qui est faites-nous confiance, on va gérer pour vous, et généralement, depuis qu'on existe, on n'a jamais eu de gros problèmes ou de grosses attentes, ça nous est déjà fait arriver de faire attendre des gens 40 minutes, mais on a trouvé des solutions où ils ont grignoté quelque chose en attendant, et ça crée une ambiance qui je trouve un peu sympathique aussi, qui est un petit peu énergique, dynamique, et voilà, qui nous convient bien à nous. Mais après, je comprends qu'il y a des gens qui ont forcément envie d'aller dans des restaurants où il y a des réservations, qui ont besoin que ce soit très carré, très encadré. Et voilà. Et Orissa, l'avenir de la livraison, est-ce que c'est vers la concentration? Il y a trop d'acteurs aujourd'hui. Il y en a qui vont rester sur le carreau. Est-ce qu'on peut se projeter un peu ou pas? Je vais pas vous demander. J'espère qu'on va tous rester. Sur le carreau, Il y en a déjà un sur le carreau. J'espère qu'on va tous rester. C'est vrai que là, il y a de la place pour tout le monde? Il y a quelques gros acteurs qui se démarquent. C'est vrai que pour les petits, pour les plus petits, c'est un peu plus compliqué parce que, comme disait Charles, il faut quand même beaucoup de moyens pour réussir à... Le ticket d'entrée est très élevé aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc je pense que pour les gros acteurs, oui, il y a de la place.
C'est pour ça qu'on continue à grandir en étant même au-delà de Paris. On va dans les banlieues, on va ouvrir d'autres villes parce qu'il y a la place. Moi, ce que j'ai constaté, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est quand on voit des gens comme Frischti qui ont levé beaucoup d'argent et à quel point ils ont une capacité à perdre de l'argent de façon mensuelle, et quand on voit que des gens qui sont énormes aux États-Unis comme Blue Apron, qui font 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui eux allaient s'introduire en bourse, ils avaient tout réussi, et là Amazon arrive, rachète Whole Foods, ils perdent la moitié de leur valeur en une semaine. Tu dis juste, c'est quand même un peu compliqué comme business, c'est-à-dire que tu n'as aucun actif, tu es sûr de rien, tu as des acteurs qui sont toujours plus gros que toi qui peuvent te manger. C'est quand même compliqué, quoi. Je pense comme secteur, moi, c'est pas le... Quoi, je le rêvais de façon un peu intéressante, la start-up, le truc hyper sympa et tout ça, mais c'est quand même, je pense, très compliqué comme milieu. Et il y a forcément des gens qui tireront leur épingle du jeu, mais après, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, je pense. Bon, si on résume, on s'oriente vers des restaurants où on pourra toujours être accueilli, on aura du service, un accueil, on ira pour le contact, comme disait Léa. J'espère. Mais en même temps, les gens qui ont envie parfois de manger chez eux, parce que pour des tas de raisons, voilà, ils vont manger végétal, beaucoup. On peut manger végétal en dehors de chez soi quand même. Oui, aussi, ouais. On peut manger au restaurant. Donc voilà, on a essayé de tracer quelques pistes. On n'a évidemment pas tout dit. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On les applaudit, merci. On va faire une petite photo. EPAC-Hygiène, ce n'est pas un gadget, c'est un vrai outil métier qui donne une réponse claire à tous ces professionnels. Tous les enregistrements obligatoires qui existaient auparavant en version papier sont 100% dématérialisés avec notre solution EPAC-Hygiène. C'est donc plus simple, plus efficace, plus clair, plus sûr au niveau des données. Et j'irais même jusqu'à parler de plus de sérénité en cas de contrôle, puisque l'historique est consultable en quelques clics et à tout moment. C'est d'autant plus important aujourd'hui de s'équiper d'une solution telle que la nôtre, avec la transparence des contrôles sanitaires qui s'est généralisée partout en France. Il faut savoir que les restaurateurs n'ont pas une obligation de moyens mais de résultats. Ils peuvent encore conserver le papier et le crayon pour réaliser les enregistrements obligatoires de la démarche HACCP. Pour autant, il me paraît inconcevable aujourd'hui de garder ce type de moyens pour être en conformité de façon fiable. Allô. Bon, on va terminer. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas si des gens sont restés depuis ce matin. J'espère. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Et on va clôturer cette belle journée de The Table Talk, première édition, avec le récit d'une aventure, d'entrepreneur, une aventure humaine, d'un jeune chef que vous connaissez peut-être, je vous le présenterai si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Cyril Lignac. Donc on va l'accueillir, Cyril. Laurence Mantil, son bras droit, sa jambe gauche, comme vous voulez. Et Benoît Couvrant, donc, qui est le pâtissier de Cyril. On est très très heureux de vous avoir. Donc Laurence est un petit peu patraque. Voilà. Si elle s'éclipse, on lui pardonne en pleine présentation. Merci d'abord. Merci infiniment Benoît, Cyril et Laurence d'être avec nous pour clôturer cette journée. Donc l'idée c'était de raconter un peu, on a parlé de restauration toute la journée, de tous les problèmes qui se posent aux restaurateurs, le no-show, le recrutement, la compta, des choses très basiques, des choses que vous vivez aussi au quotidien. Et alors, on a baptisé ça la recette du succès, mais je sais qu'on voulait tout de suite un peu désamorcer ça, parce que tu dis, Cyril, il n'y a ni recette, ni succès. Oui, parce que, sans faire de fausse modestie, je pense que je dis toujours que c'est à la fin du spectacle qu'on paye les musiciens. Et là, pour l'instant, on est en train de faire le spectacle donc, et d'essayer de bien le faire. Donc du coup, c'est toujours difficile et c'est aussi difficile de se dire on a réussi. C'est toujours une position très inconfortable lorsqu'on nous met dans le succès. Déjà, dans le succès, il y a une position confortable qui est on est déjà dans un cercle vertueux, donc c'est plutôt bon. Ça nous met plus de pression, c'est plutôt bien.
ça nous demande d'être encore plus créatif, positif, entrepreneur, c'est bien aussi. Mais ensuite, quand on est trop dans le succès, il y a un agacement, des mots qui peuvent être virulents. Donc c'est comme quand on dit... La jalousie ? Moi, je ne considère pas la jalousie, mais je pense qu'il faut faire son travail et bien le faire. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est un peu comme quand on dit c'est la mode de telle ou telle chose, de tel ou tel endroit. C'est jamais bon d'être vraiment à la mode. C'est mieux de passer et d'être là, présent et de se renouveler. Et la plus grande des difficultés, c'est de durer. Donc c'est en fait tout ce travail-là. Et de se renouveler aussi pour continuer à être... avant-gardiste, créatif, original. Et tout ça, c'est des facteurs qui sont compliqués. Ouais. Alors, après 12 ans, on peut déjà dire que vous durez quand même. C'est pas une aventure d'hier. Ça a commencé, si on repart au tout début, il y avait Laurence et toi, vous étiez tous les deux dans presque un placard, c'est ça ? Un petit bureau, on va dire. Un petit bureau. Comment c'est né cette aventure commune au départ ? Je t'en prie. Non, mais il y a eu la télé, Oui Chef. Oui, il y avait du coup la télé. Et le principe, c'était de... c'est assez marrant parce que je croisais tout à l'heure dans la rue, j'étais au restaurant, une danseuse étoile. Et du coup, je discute un peu avec elle. Et elle faisait de la télé, donc elle avait arrêté la télé pour se remettre plus vers la création des spectacles. Et donc je lui dis, c'est amusant parce qu'on a vécu les choses en sens inverse. C'est-à-dire que toi, tu as été danseuse étoile et après tu as fait de la télé. Moi, j'étais cuisinier, j'ai fait de la télé et j'ai été connu avant d'être reconnu. Donc en fait, ces 12 années de parcours ont été à prouver que j'étais bien cuisinier, que je savais faire mon travail, que je savais manager, que j'étais aussi pâtissier, que je savais développer des choses. Même si, en effet, on se dit toujours qu'on n'a rien à prouver, et ça c'est faux, parce que je pense que si on est sur Terre, c'est qu'on a envie de prouver des choses, pas forcément aux autres, mais en tout cas à soi-même. Et l'entreprise, c'est ça. Donc du coup, comme j'ai pris le schéma à l'envers, eh bien, il y a 12 ans en arrière avec Laurence, et avec Oui Chef, Laurence qui a toujours dirigé l'image, les décisions avec moi, qui m'a canalisé. Elle pourrait en parler mieux que moi d'ailleurs. Je vais lui laisser la parole. Elle parle. Mais du coup, ça a été tout ce travail-là finalement, parce que c'est un peu l'artiste et le manager. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 idées à la seconde. J'ai envie de tout faire, de rien faire. Je vais à droite, puis après je vais à gauche. Enfin voilà. Et la grande richesse de notre groupe, c'est justement, et de l'avoir constitué, c'est justement Laurence qui sait me canaliser et que j'écoute. Parce que j'écoute pas tout le monde. Hein. Ça, je peux en parler. C'est vrai, il écoute. Ça, je peux en parler. Non, mais là, je vois en effet l'intitulé groupe Cyril Lignac. Est-ce qu'on est un groupe On est une société. Aujourd'hui, on est 150 collaborateurs à peu près. On est une société familiale. Et ça, pour moi, je pense que c'est ce qu'il y a d'important et qui nous caractérise aujourd'hui. On connaît l'ensemble de nos collaborateurs. On est très investis, très intégrés à toutes les décisions que l'on prend. Donc voilà, groupe, oui, on est un groupe, mais à taille humaine encore aujourd'hui, ce qui est une force pour nous. Et indépendant, on peut le dire. Ah, ça, c'est très important pour moi. On est en effet indépendant, donc c'est vrai qu'on a fait le choix, au bout de 12 ans, de rester indépendant. Ça, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Je pense que Cyril était d'accord, Benoît aussi, pour dire qu'en effet, on est... 100% chez nous, en fait. Sûrement, des gens sont venus vous voir en disant je vais mettre beaucoup d'argent ou un peu d'argent. Pas forcément beaucoup, mais... Forcément, ouais. On a déjà eu, forcément. Ça a été beaucoup, vous auriez réfléchi plus. Non, parce que je pense que... Je ne sais pas si... Là, aujourd'hui, on a créé une structure. Enfin, en tout cas, moi, j'ai réfléchi à une carcasse d'un groupe, d'une société qui correspond, qui est dans l'industrie de la restauration. Donc, il y a un restaurant étoilé, il y a des bistrots à différents prix, il y a le bar des Prés avec une cuisine d'influence, il y a toutes nos pâtisseries et nos boulangeries, il y a notre chocolaterie, il y a la société de production qui produit des programmes télé, et il y a ensuite Laurence qui dirige le groupe avec toute l'image et tout ce qui tourne autour de l'image. Donc finalement aujourd'hui on est indépendant, donc oui on nous a proposé de nous racheter déjà la pâtisserie, on nous a proposé de nous acheter la chocolaterie, mais ça c'est parce que c'est des grands groupes sont vite intéressés par ces projets-là. On nous a pas proposé de nous racheter les restaurants, mais
on peut se raccrocher rapidement à des groupes ou on peut aussi faire appel à des investisseurs. L'indépendance, c'est le fait de se dire, on va à la banque, on va chercher de l'argent, la banque nous prête de l'argent, on rembourse nos crédits. Ça, c'est pour moi l'indépendance. Mais on aurait pu, à un certain moment, travailler avec des financiers qui financent les restaurants comme d'autres confrères dans la restauration. C'est pas moins bien, c'est pas mieux. C'est deux histoires différentes. Nous, on a la chance d'être suivis par les banques. Et donc, je le dis, c'est une chance de pouvoir continuer à faire des projets. Certainement qu'un jour, on se raccrochera ou on prendra des investisseurs, on verra comment on fera. Mais aujourd'hui, en tout cas, la carcasse même du groupe, elle est solide. Et ça, c'est important. Parce qu'avant même d'aller chercher des investisseurs, il faut déjà proposer des bilans en ayant une rentabilité correcte, une entreprise bien tenue, et après, on peut discuter d'autres choses. Donc ça, on y viendra après. Mais c'est vrai que l'indépendance, chez nous, elle est assez importante parce que finalement, le groupe, il se structure très facilement. Il y a Laurence qui manage toute l'image, le bureau avec toutes les attachés de presse, tous ces gens-là qui travaillent pour ça. Benoît qui manage tout le pôle pâtisserie-boulangerie avec tous les pâtissiers. David, qui n'est pas là, qui est mon autre associé, qui gère l'argent, parce que si c'était moi, on aurait déjà foutu la caisse à la porte. Et lui, il manage de l'argent, et il me dit oui, il me dit non. Des fois, je fais des caprices. Après, on le regrette. Mais bon, on se débrouille, voilà. Et puis ensuite, il y a tout le pôle télévisuel avec Mathieu Jean Toscani et ma société, donc Kitchen Factory Production, qui lui manage toute la production de télé, tous les montages, tout ce qu'on fait. Et voilà, et ça nous donne en fait notre groupe. Voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a une liberté d'entreprendre. Pour moi, c'est mon grand luxe, puisqu'aujourd'hui, on décide avec qui on a envie de travailler, ce qu'on a envie de faire. On n'a en fait, entre guillemets, aucune contrainte, peut-être financière, mais ce qui nous permet de faire des jolies choses quand même, parce qu'on a beaucoup d'idées. Donc voilà. On n'a pas de pétrole. Mais surtout on n'a pas de pétrole. Tu dis, Cyril, des petites affaires, en fait. C'est vrai qu'il n'a jamais, à ce jour, en restauration, créé quelque chose de... Mais c'est une volonté. Oui. Je voulais rebondir juste. Je voulais répondre à ta question, mais justement, j'étais en train de préparer un truc de ce que tu disais. Du coup, j'ai oublié. Parce que ça me semblait important. Le grand... Liberté. La liberté, voilà, c'est ça. Laurence, elle est redoutable. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Laurence, elle est redoutable parce que... Il fallait le dire. Aujourd'hui, on a constitué un schéma entrepreneurial, et ça, je pense que c'est très important. C'est que on n'a pas de plan d'action, on n'a pas de chiffre d'affaires à établir. On travaille dans le plaisir, mais ça c'est facile de le dire, mais on travaille dans la construction d'une belle image. C'est-à-dire que finalement, on prendra ce qu'il y a à la fin de l'année. S'il y en a beaucoup, tant mieux. S'il y en a un peu moins, on vivra avec. Mais on n'a pas de but. Je ne donne jamais un but financier à dire à Laurence, à la fin de l'année, je veux qu'il y ait tant de chiffre d'affaires. Parce que notre structure d'entreprise, elle est basée sur la direction esthétique et je ne trouverai pas le mot, mais entrepreneuriale, mais ce n'est pas le bon mot. En tout cas, de conserver cette belle image. C'est-à-dire, là, on nous a proposé un contrat avec une grande marque. Moi, je dis à Laurence, c'est bien, on peut le faire, non? Et Laurence, elle m'a dit, même pas un rêve. Voilà. Et si ça fonctionne aussi pour nous aujourd'hui, c'est parce que justement, on a cette liberté, mais aussi cette manière de ne pas faire la course à l'argent. Bien sûr, on veut gagner de l'argent, on ne va pas se mentir, mais il n'y a que 2 repas par jour, 3 avec le petit déjeuner, il ne faut pas sauter. Il n'y a que 3 repas par jour, on a assez pour manger, nous, on est bien. Donc le débat, c'est aussi dans les entreprises que je dis, c'est de pas de faire n'importe quoi, de vendre son image à n'importe quoi, de faire. Et alors je rebondis sur ce que tu dis, dans le sens de faire des petits restaurants, parce qu'aujourd'hui, je me sens capable de faire des petits restaurants, et je me sens pas capable de faire des restaurants de 150 places, où ça tourne comme ça. C'est vrai qu'on fait 70, 80 couverts au Chardenoux, on fait à peu près 90 couverts au Pré, on fait à peu près 80-90 couverts au Bar des Prés. C'est vrai que c'est pas des grosses affaires, c'est des affaires avec du turnover, c'est-à-dire que nous, on double les tables. Il y a des services 19h30, 20h, après on prend un peu 20h, 20h30, on tourne les tables pour que justement, il y ait du monde qui puisse venir et qu'on puisse servir de la qualité. Et que justement,
on est toujours ce schéma de dire, on a une brigade faite pour 40 couverts, mais on double pour faire 80. Et ça nous donne un beau travail dans l'entreprise. Alors, si on reprend, tu dis il y a une structure, il y a un cadre qui est aujourd'hui une entreprise qui fonctionne. Il y a un fil rouge quand même, cette idée d'innovation souvent. Tu as été un défricheur, hein, tu es un premier chef vraiment médiatique à la télé. C'était 2005, hein, je rappelle, Oui Chef. Il n'y avait pas Top Chef, il n'y avait pas Master Chef, il n'y avait pas tout ça. Faire un chef qui fait des pâtisseries, ça ne se faisait pas non plus. C'est 2009, 2010, c'est ça, la première. Donc il y a cette idée dans ce succès d'entreprise d'innover toujours, de chercher les tendances. Lumière du temps, tu es quelqu'un qui observe beaucoup le monde, qui parle beaucoup avec les gens. C'est ça ton ressort? En fait, il y a tout plein de choses. Après, je donnerai la parole à Benoît, mais il y a tout plein de choses. J'essaie d'être cohérent, en fait, déjà avec mon temps, et d'être logique avec ce que j'entreprends. Quand j'ai créé la pâtisserie avec Benoît, c'était bêtement parce que en face du char de nous, il y avait cette pâtisserie à vendre. Qu'on payait 10 000 € de pain dans tous les restaurants et de gâteaux, parce qu'on achetait les gâteaux à l'extérieur. Et que je me suis dit, les gens aujourd'hui, vu le monde, vu la restauration, comment ça tourne, les clients, ils ont besoin d'être rassurés quand ils viennent manger dans une maison. Rassurés pas dans le sens on a peur, mais d'avoir un fil conducteur, comme tu le dis. Et ce qui est important pour moi, c'est d'être cohérent et logique. Donc je me dis, si tu viens manger chez moi, c'est mieux si je peux te donner ma cuisine. Bon, ça déjà c'est bien, mais il y a des restaurants qui ne font pas totalement leur cuisine, et ce n'est pas un reproche. Derrière, de pouvoir donner ta propre pâtisserie, puis ton propre pain, et puis des viennoiseries quand tu en as besoin. Et donc, hop, j'ai basculé avec Benoît. Et on a créé la pâtisserie, et Benoît s'occupe tous les jours de tout ça, parce que moi, je veux bien avoir des idées, etc., et faire avancer, mais je ne suis pas tout seul aussi. Sans Benoît, sans Laurence, sans Aude qui n'est pas là, qui est mon bras droit en cuisine, sans tous mes chefs, sans tout le reste, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ce qui est fort, c'est que maintenant, on a ce noyau dur, et moi, je peux me permettre d'être créatif, de m'amuser, de vivre une autre partie de mon métier. Mais avec Benoît, on travaille beaucoup tous les deux aussi. Ouais, Benoît, donc tu as rejoint l'aventure. Oui, nous, on a commencé en 2011, qu'on a ouvert la première pâtisserie. Alors ça a très très vite marché, donc il a fallu vite se mettre en ordre de bataille. Donc aujourd'hui, c'était quoi le projet de départ? Quand Cyril, tu rencontres Cyril, alors le projet de départ, c'était exactement ce que Cyril a dit, c'est-à-dire il me faut un fil conducteur dans les restaurants, c'est-à-dire qu'on va faire de la baguette tradition, on va faire des produits de qualité, et puis on est juste en face, on va en vendre un peu de viennoiserie dans la journée, et puis un peu de pâtisserie le week-end. Voilà, sauf que ça a pris une ampleur astronomique dès le départ. N'attendiez pas? Non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Non, ouais. Non, pas du tout à ça. Et parce qu'on a voulu non pas faire des choses exceptionnelles, mais faire des choses simples et bonnes. Et ce qu'aujourd'hui, on s'attache encore beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'en effet, on ne part pas dans tous les sens. On essaie de pouvoir se faire plaisir et d'allier à ça le bon fonctionnement d'une entreprise, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut à tout moment et à toute saison. Donc voilà, donc on est en permanence en fait sur une petite brèche où il y a des mois où on arrive à se faire plaisir et des mois où on ne fait pas toutes les créas qu'on veut. Voilà, on avance comme ça. Et dans le développement des pâtisseries, il y a eu la création d'un labo. Toujours dans le développement, il y a des questions qui se posent. Comment on grossit, comment on maîtrise la qualité, les coûts, la masse salariale, tout ça. C'est une question qui s'est posée, j'imagine, au moment de quand ça a marché la pâtisserie, l'idée de se dire on va faire plus, mieux, autrement. Là, moi, je m'en remets vraiment à Benoît. Aujourd'hui, il y a des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, en fait. Donc, on a fait une première pâtisserie. À la base, c'était une pâtisserie de quartier. On faisait 30 éclairs par jour, et puis d'un coup, on en a fait 300. Et puis d'un coup, c'est parti, ça a accéléré d'un seul coup, et voilà. Bon. Et derrière, on s'est dit, on va en faire une deuxième. Et puis après, la deuxième marchait très bien, et on s'est dit, si on veut continuer, il faut faire un labo. J'avoue quand même qu'on souffre beaucoup en ce moment, parce qu'il faut le reconnaître aussi. La vie, c'est pas tout rose. On en chie un peu là, quand même, parce que on est passé d'un secteur d'activité où on n'avait que 2 boutiques, où c'était quand même assez facile, assez pratique dans Paris. Ensuite, on a voulu continuer à grandir,
Et là, grandir, ça veut dire se poser des questions, ça veut dire se tromper, ça veut dire en laisser sur la route, ça veut dire investir de l'argent, ça veut dire toutes ces choses-là qui font aussi partie inhérente dans notre métier. Maintenant, on va s'en sortir. On se remet en ordre de bataille. Mais du coup, quand on a décidé de faire ce labo, après, il a fallu ouvrir des boutiques. Et donc, on a ouvert des boutiques. Mais on est à 5 pâtisseries. Voilà. Mais du coup, après, c'est d'autres problématiques qu'on va régler. Mais j'avoue que le dossier de la pâtisserie, aujourd'hui, c'est un vrai dossier pour nous. Ouais, c'est bien de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en pleine croissance. Donc, du coup, on a les aspects, les points positifs et négatifs de la croissance qui vont aussi avec l'indépendance. Je reviens sur ce mot qui est cher à notre structure. Mais, donc, voilà. Donc, on est en pleine croissance. On se pose beaucoup de questions. On fait de la stratégie sans toujours vouloir en faire. Mais c'est ce qui est aussi intéressant et plaisant, puisque c'est aussi quand on a des problèmes, quand on rencontre des problèmes, qu'on trouve des solutions. Donc, ce qui nous permet aussi d'avancer. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que on n'a jamais, David n'est pas là, mais aussi tous les 4, on n'a jamais managé, proprement dit. On apprend aussi sur le tas, au fur et à mesure. C'est passionnant. Parfois, c'est difficile, mais ça reste passionnant. On est des gens aussi passionnés, donc on prend beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait, même si c'est difficile par moment. Et donc, pour revenir au Bar des Prés, j'étais impressionné. Moi, j'ai eu la chance d'aller manger au Bar des Prés, avec mon ami Yann, qui est là-bas. Là, on pourrait parler de futur de la restauration. On a l'impression que tu as créé un lieu qui a un truc... C'était quoi l'idée? C'est quoi quand on entreprend, tout à coup, et qu'on se renouvelle? Comment ça naît une histoire de restaurant? Le problème, c'est que maintenant que j'ai fait ça, je ne sais pas. J'essaie de... Ça, c'est aussi beaucoup grâce à Laurence. On avait les prés. Tout a beaucoup bougé, en fait. Au début, on avait le Char de Nous, qui était un bistrot traditionnel. Comme tous les chefs, je me suis dit, il faut que j'ai mon bistrot. Ensuite, ça marchait bien, donc on a dit, on va en faire un de la rive gauche. Et on l'avait appelé Char de Nous des Prés. Pareil, il y avait la même carte, etc. Et là, ça marchait un peu, c'était difficile. Parce que je pense que la clientèle ne voulait pas de ça. Entre-temps, j'ai vécu un peu à New York, donc j'ai goûté des cuisines différentes. Je faisais des allers-retours. Et lorsque je suis rentré une fois à Paris, j'ai dit, mais attends, on est complètement à côté du vélo. On va tout changer. Et donc, j'ai changé toute la vaisselle, toute la cuisine. J'ai mis un mixologiste. On a changé les tenues des serveurs. On a mis des chemises en jean. On a dit, il faut dépoussiérer tout ça. On est complètement à côté du vélo. Et là, les prix, ça a marché d'un coup sec. Plus, beaucoup plus. On a doublé le chiffre d'affaires quasiment. Ça a été un truc incroyable. Pas sur une année, mais du moment où j'ai changé jusqu'à là, on a doublé le chiffre d'affaires. Ensuite, il y avait ce Point Soleil à côté qui était une espèce de local. Et là, je me suis dit, il n'y avait pas d'extraction. Ça fait rêver, hein, Point Soleil. Ouais, ça fait. Il n'y avait pas d'extraction. Ouais. Ah ouais, là, il fallait avoir de l'imagination. Il n'y avait pas de. Putain, mais des fois, je me dis. Je suis allé voir un lieu hier à vélo. Je suis passé dans la rue de Rivoli. Il y a un truc d'une autre planète au milieu des tours Eiffel et tout. Je suis rentré là-dedans. Waouh, j'ai vu le lieu, 3 mètres de hauteur sous plafond. J'ai dit putain. Je suis ressorti, mais j'ai réfléchi. Donc, je sais pas, peut-être je vais faire un truc, j'en sais rien. Mais bon, du coup, des fois, je comprends maintenant pour le fait de canaliser. Oui, j'ai vu le truc, je suis rentré, j'ai dit putain, c'est fou. Bref, ça c'est autre chose. Point Soleil. Et donc, ce Point Soleil, et donc je suis rentré là-dedans et j'ai dit que cela ne tienne, il n'y a pas d'extraction. On va faire un truc cru. Parce que les gens, ils adorent le cru. Et puis les couturiers habillent les femmes, moi je les nourris. Donc je me dis, on va faire un truc pour les femmes. Donc je me suis mis à réfléchir sur ce travail. Et j'ai dit, on va faire du cru, on va faire du sympa, on va faire... Voilà. Donc à la base, c'était un bar, ça s'appelait le Bar des Prés, pour patienter la table. Et quand j'ai vu la note des architectes, j'ai dit, putain, si on fait juste du cocktail, on va être mal direct. Donc j'ai créé des assiettes avec Code, on a travaillé sur ça, j'ai cherché un chef japonais, on a commencé à faire des sushis, on a partagé la carte en deux, lui qui fait des sushis, nous qui faisons la cuisine, et donc une mixité autour de tout ça, ça n'existait pas. Soit tu manges que japonais, soit les plats crus, il y a des restaurants comme ça, mais du coup ça n'existait pas ça. Et après je me suis dit,
quand je sors manger dans les restaurants, j'aime bien boire des cocktails, il faut que ce soit sympa, dépoussiérer un peu tout ça. Et donc après, je me suis dit, bon, je sais pas si j'osais pas en fait. Et Laurence m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. On s'en fout, fais-toi plaisir. Donc je me suis fait plaisir et ça cartonne. Non mais elle m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Alors j'ai acheté des assiettes à 70 balles l'assiette. J'ai acheté des trucs. Alors là, j'ai mis l'ardoise. Faut jamais lui dire ça. Ah là, heureusement que ça a marché. Hein. Ouais. J'ai mis l'ardoise. J'ai acheté des assiettes en Norvège, au Danemark. J'ai acheté des trucs spéciaux, la cuisine en avant. Et on a fait un bar pour le mixologiste. On est allé chercher des vieux alcools. Mais surtout, on a créé une ambiance. Et je pense que, pour revenir au thème là, de ce qu'est la fourchette, c'est qu'aujourd'hui, un endroit qui marche, c'est un endroit où les gens se sentent bien. Et pas forcément dans des codes ultra conventionnels. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on reconnaisse le client, qu'on prenne soin de lui, qu'on offre une tournée. Il faut aussi offrir. Moi, je sais que nous, on offre beaucoup. Et c'est amusant parce qu'il y avait une cliente qui me dit, mais c'est le seul endroit dans Paris où on m'offre un verre, où on m'offre à table. Il y a des clients qui viennent 3 ou 4 fois par semaine. Au bout d'un moment, moi, j'offre la table. Donc les gens, ils sont bloqués. Ils disent, vous m'invitez et vous venez 4 fois dans la semaine. Il y a une fois, je peux vous offrir quand même. Et donc après, tu crées cette émulation de gens qui reviennent. Ça s'appelle faire du commerce. À l'époque, on faisait du commerce dans l'Aveyron. Moi, je rangeais le charbon, quoi. Bon, c'est le petit Cyril qui non, mais il faut faire du commerce, en fait. C'est ça aussi, c'est important. Il faut faire du commerce, il faut être bien avec les gens, les accueillir, partager un moment avec eux. Et pas forcément moi, mais directeur. Hein. Non, mais c'est vrai que la notion de service, elle est quand même... Pour nous, c'est la base. Je pense que même vous tous, quand vous allez au restaurant, le service est quand même primordial. Alors oui, la cuisine, bon, nous, cette problématique-là, on l'a très rapidement enlevée, puisque l'effet médiatique aussi de Cyril fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, et on ne souhaite pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que la notion de service dans un restaurant, Cyril parlait d'être reconnu, mais juste d'être bien servi, c'est tout bête. Mais comme vous tous, on va dans d'autres restaurants et on se rend compte de choses parfois négatives, parfois positives, mais c'est quand même la base de notre métier, le service. Et faire des endroits où tu as envie de manger. Tu me disais, le bar des prés, c'est aussi la cuisine que tu as envie de manger toi. C'est la cuisine que j'aime manger. Moi, je vais manger, quand je vais à Londres, je vais manger dans ce genre de restaurant. J'adore, je trouve que le côté partage, quand c'est bien fait, parce que c'est toujours le même débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je constate à Paris, pour voyager et être assez souvent à Londres, à Paris, plus maintenant à New York, mais j'y ai quand même vécu pendant 2 ans, c'est que c'est assez amusant. C'est que le principe, ce n'est pas de faire du l'anglo-saxon à Paris. Le principe, c'est de faire du Paris nouveau, en fait. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais je suis allé hier dans un hôtel qui a ouvert et j'avais l'impression d'être à Londres, en fait, de manger mon toast d'avocat avec mon œuf poché, d'être à Londres. Et en fait, je suis à Paris, en fait. Est-ce que j'ai envie de ça? Par contre, quand je suis à Londres, j'ai envie de ça. Mais quand je suis à Paris, est-ce que j'ai envie de ça? Et donc, le débat du bar des prés, c'est que on est ni dans un restaurant japonais, on n'est ni dans un restaurant londonien, on est dans quelque chose qui est totalement différent. Un peu de tout un peu, certes. Mais c'est quelque chose de différent, en fait. C'est un bar, on mange, on partage. J'ai pas inventé ça, j'ai rien inventé en somme. Hein. Parce que le comptoir, derrière le comptoir, un mec qui fait des cocktails, faire à manger, etc. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. À part que le décor est joli, que l'ambiance est bonne, que les serveurs sont sympas, on a créé cette clientèle et cette émulation qui a fait que tout le monde veut venir dans ce restaurant. Bon, j'ai compris quelque chose. Après, la formule, elle marche aujourd'hui. On verra combien de temps elle fonctionne. Mais j'ai compris ce que les gens voulaient, en fait. J'essaie de capter, d'écouter, de regarder. J'ai la chance de pouvoir sortir de la cuisine, moi. Et quand je suis au gastro, je suis de l'autre côté du pass. Et en même temps que je surveille le pass ou que je suis avec mon chef, je vais toujours dans la salle, je regarde comment les gens mangent, comment ils approchent de l'assiette, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas. J'essaie de capter, en fait, toutes ces tendances, parce que je disais aux filles au bureau un jour, quand on fait des brainstorming, je lui dis, mais quand vous allez acheter votre pain, est-ce que vous regardez les gens? Moi, je regarde les gens dans la rue. Je regarde comment ils marchent, je regarde comment ils s'habillent, je regarde comment ils consomment, je regarde qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, comment ils mangent. Je regarde tout ça. Parce que finalement, on participe à la société.
à travers un restaurant. Le restaurant, c'est le croisement de tous les chemins. Et je ne remercierai jamais assez le ciel parce que moi, dans le restaurant, je rencontre tout le monde. Du banquier d'affaires jusqu'au professeur, jusqu'aux hommes politiques, jusqu'au plâtrier, jusqu'à un ébéniste, des gens de province, des Brésiliens, des Anglais. Et on partage tout ça. Et ça, c'est vachement bien. C'est le carrefour de toutes les cultures, le restaurant. Et ça, c'est un vivier pour le business. C'est ça qu'il faut capter pour comprendre comment va être le restaurant de demain. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? C'est un peu... Moi, je suis passionné de voitures, mais c'est un peu quand je discute avec des gens, d'ailleurs, dans les voitures qui viennent manger, ils regardent comment les gens ils consomment la voiture. Qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas. Et avec ça, ils vont créer le demain, en fait. Alors, si on revient quand même un peu aux difficultés, on disait la pâtisserie, c'est un peu dur. Comment est-ce qu'on se réinvente, Benoît? C'est quoi? Alors, comment est-ce qu'on pose tout ça? Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on peut employer le terme se réinventer. Aujourd'hui, et ce que vient de décrire Cyril, aujourd'hui, c'est une force qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que, en effet, quand on est dans son labo ou dans ses boutiques, on n'a pas toutes les notions. Et quand moi, par exemple, je peux proposer des choses à Cyril, parfois, il me dit non, ils n'ont pas envie de ça. Et je revois ma copie. Et en fait, je refais un essai, on refait plein de pâtisseries parce qu'on en fait beaucoup et on échange constamment. Cyril est pâtissier, en plus, la CAP. Ça, ah oui, bien sûr. Non, ce sont des vrais échanges il me la fait permanents pas. Quand même. Non, il peut me la faire sur la production parce que c'est vrai que moi, je ne sais pas. Benoît, il gère ce labo, il est capable de sortir 4000 pâtisseries jour. Moi, je ne sais pas faire ça. J'ai pas appris à gérer ces choses-là. Par contre, je sais manger. Je sais ça. Et c'est ça justement la force. Parce que c'est pas se réinventer, c'est revenir en fait à l'essentiel. Revenir à ce que les gens ont envie, les gens ont besoin dans la manière de le manger, dans la saisonnalité, dans des choses pas forcément que des sucrés ou trop grasses. Enfin, voilà, donc toutes ces proportions, on les travaille constamment. Donc c'est une force. Après, moi j'ai de la chance parce que déjà j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Ça, il faut le reconnaître. Donc ça, déjà, merci. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir des super partenaires qui m'accompagnent, qui me protègent. Parce que finalement, je suis, comme je le dis, des fois quand je rentre, des fois je peux m'énerver en disant le travail n'est pas bien, etc. C'est moi qui suis en ligne de mire. C'est facile de déverser sur moi parce que forcément, je suis devant. Donc dès qu'il y a quelque chose, oui, mais Lignac ci, oui, mais Lignac là, forcément, parce qu'on est devant tout le temps. Donc on a aussi cette pression. Mais j'ai quand même la chance avec Benoît, ou avec Aude, ma chef, ou avec Laurence d'ailleurs pour d'autres sujets, mais c'est que je n'ai pas de limite en fait. Déjà moi, j'ai pas de limite dans mon envie et dans cette passion. Et j'ai pas de limite parce que je peux tout demander à Benoît. Et je sais qu'on va mettre du temps, mais il va y arriver. Quand je suis au gastro la dernière fois, j'ai vu avec mon chef, je voudrais qu'on fasse une tourte. Je voulais qu'on travaille. Il me dit, j'en ai jamais fait. On a mis 3 semaines, mais il me l'a sorti. Ça, c'est déjà pas donné à tout le monde. Parce que je pourrais aussi avoir des collaborateurs qui puissent pas me donner, me donner à fond ce que je veux. J'ai pas de limite, en fait. Si demain, je dis à Benoît, je veux une pièce de 3 mètres, j'y ai fait faire des trucs de malade, on l'a fait, quoi. On le fait. Et avec Laurence, quand je lui dis je veux ça, etc., je peux faire aussi... ça ne veut pas dire que je suis capricieux. En fait, j'ai senti votre énergie. Et je sens l'énergie des gens aussi. Mais par exemple, les pâtissiers, beaucoup de pâtissiers s'exportent, ouvrent des boutiques dans le monde entier. Est-ce que c'est un développement possible pour le groupe Cyril Lignac ou pas du tout? Tu m'as dit à un moment, je n'aurais pas les yeux plus grands que le ventre. Non, mais déjà, naturellement, j'ai pas les yeux plus gros que le ventre. Ça, je pense que c'est parce que je suis né dans l'Aveyron et que mes parents m'ont élevé d'une manière très juste, entre guillemets. Donc déjà, j'ai pas les yeux plus gros que le ventre. Je veux pas marcher sur la tête des gens pour y arriver. J'ai rien à prouver dans le sens où je veux pas 40 restaurants pour montrer que. Ça, déjà, c'est hors de mon champ d'action. Par contre, je veux prendre du plaisir. Et quand on prend du plaisir, ben forcément, on avance correctement. Donc après, je ne dis pas demain, on ne développera pas. J'en sais rien. Mais déjà, faisons bien ce qu'on a à faire. Après, comme je dis, ouvrir des restaurants, il n'y a rien de plus facile. Il y a des financiers, ils mettent de l'argent, vous ouvrez 1, 2, 3, 4, 10, 20.
même le dernier des idiots, il est capable d'ouvrir des restaurants. Par contre, après, il faut les faire tourner. C'est ça la nuance. Parce que les financiers mettent de l'argent et vous ouvrez. Mais après, il faut que ce soit bon, il faut le bon chef. Et une entreprise, ça se bâtit, en fait. Moi, je trouve que des fois, je suis un peu impatient, peut-être un peu impétueux. Et à la fois, je me dis, la vie, elle est bien faite parce qu'elle me ramène à des réalités qui font que finalement, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et ça fait 12 ans. En 12 ans, on a créé des choses, même si on pourrait aller plus vite. Parce que je vois d'autres qui vont plus vite. Mais ce que l'on fait, c'est comme dans l'Aveyron. C'est du solide. C'est du solide. Un bon slogan, ça. C'est pas mal. Tu vois, c'est comme l'Aubrac, quoi. On est là. Nous, l'hiver, il passe, mais on tient droit. Non, mais ça ne déconne. C'est ça le principe. C'est que finalement, aujourd'hui, le 15e, c'est payé. Le char de nous, c'est payé. Les prêts, c'est payé l'année prochaine. La pâtisserie du 11e est bientôt payée. Du coup, petit à petit, tu constitues quelque chose d'intelligent. Non pas dans le sens je gagne de l'argent, mais dans le sens que les affaires, elles sont à nous, en bon Aveyronnais. Et que là, on va refaire le char de nous, parce que ça fait 9 ans qu'on l'a. Donc là, on refait tout le décor, cuisine neuve, décor neuf, tout en gardant bien sûr l'âme du restaurant. Mais du coup, tout le monde est content. Et ça, pour l'entreprise aussi, comme on disait, Laurence, c'est que les gens, ils ont envie de rester avec nous. Et on a vraiment un noyau fort de collaborateurs. Il n'y a pas un turnover pas du tout chez vous. Parce que du coup, c'est fait de manière... C'est le bon sens, en fait. On a une affaire, on gagne de l'argent, on la paye. Dès qu'on a fini de la payer, eh bien, on a un peu plus d'argent, on paye plus les collaborateurs, on fait de la promotion en interne. Là, le directeur du bar des Prés, tout le monde dit « Oh là là, il est formidable, c'est génial, c'est Van. » Et il est génial. Il a commencé il y a 12 ans, il était commis en cuisine avec moi. Après, bon, je devais être un peu chaud, il est passé en salle. Et maintenant, il a monté tous les échelons et il est directeur. Et un jour, je l'associerai. Et il fait du super travail. C'est ça la réalité dans une société où tout va trop vite, où tout le monde veut tout de suite, quoi. Il faut tout de suite. Ben non, nous, on n'a pas tout de suite, quoi. On travaille. Vous êtes des travailleurs, ouais, vous faites ce que vous savez faire, et ni plus. On a des petites maisons, mais elles sont à nous. Ok, moi je trouve que c'est une bonne conclusion. Merci d'avoir été avec nous tous les trois. On peut les applaudir vraiment. On a été très heureux de vous accueillir pour clôturer cette première édition. Merci d'avoir été un peu les parrains, comme tous les intervenants. Je croyais qu'il allait y avoir des questions, moi j'étais chaud. En principe, on n'a pas de questions, mais je me retourne vers... Là, comme c'est la fin de la journée, où sont Anne si vous avez des questions, on peut y aller quand même, non? Après un Doliprane, une question. Est-ce que quelqu'un a une question pour Cyril, pour Benoît ou pour Laurence? C'est toujours comme ça, on appelle aux questions et personne... Pas tous à la fois, ça me gêne. Non, mais pas de questions, il va. Bah, écoutez, on va peut-être vous croiser dans les travées. Ah. Pourquoi faut qu'on continue à être médiatisé alors qu'au final, je vois pas que ça vous apporte plus. Alors... En fait, c'est un réel plaisir ou vous avez peur d'arrêter la médiatisation et de passer aux oubliettes? Alors... Et toc, hein, tu as cherché les questions. Hein, la vie est pas si radicale que ça, mais... la vie est pas si radicale que ça pour passer aux oubliettes. Après... déjà, je prends beaucoup de plaisir à faire des émissions de pâtisserie et de cuisine à la télé depuis tout le temps que je le fais. Donc déjà, ça pour moi, c'est un plaisir. Ça, c'est la première des choses. Et pour être tout à fait honnête, la deuxième des choses, c'est que l'argent que je gagne à la télé me permet justement d'être un groupe indépendant et de continuer à développer ce que l'on fait. Par ailleurs, si un jour la télé s'arrêtait, ça arrivera forcément un jour, j'aurais déjà pris de l'avance. Non, mais le principe, c'est... Déjà, je m'amuse, ça me fait plaisir, et ça donne du plaisir aux gens. Le public est là, donc j'ai pas de raison d'arrêter. Et en effet, voilà, pour être totalement sérieux, en effet, oui, aujourd'hui, tout ça, ça fait partie aujourd'hui de ma personnalité, du groupe, et l'argent que l'on gagne à la télé et dans la production de télé nous permet aussi de développer nos restaurants, d'être indépendants, d'embaucher des gens, de continuer à grandir. Donc c'est un vivier intelligent d'un business qui est vertueux aujourd'hui. Voilà.
D'ailleurs, le concept que tu viens de créer pour France 2 s'exporte déjà, c'est ça? L'édition quotidienne. Ouais, la quotidienne, voilà, on va regarder. Ça, c'est vraiment un format qu'on a créé nous. Ouais. Donc ça, c'est la première fois qu'on crée des formats. On va déjà repartir en production et après on verra pour... Il y aura une suite? Ouais, il va y avoir une suite. Ouais, on va partir en production en janvier. Et puis après, on verra pour le... Après, ça se vend à l'international en principe, quand ça fonctionne bien. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien parti. C'est le cas, ouais, ça fonctionne bien. Ouais. Et puis c'est bien parce que c'est pour le coup une création maison et on est content parce que la télé c'est difficile aussi, c'est un univers compliqué et c'est pas que inhérent à nous comme quand on fait à manger. Là c'est des statistiques, c'est les audiences, on ne sait pas exactement, mais bon c'est comme ça. C'est court 30 minutes pour Cyril. Ouais. C'est bon, je m'en vais. Une autre question? Ah ouais, est-ce qu'on vous entend? Ouais. Parlez. Ah moi, alors je suis désolé, mais je fais pas ça. Ah, je suis désolé. Alors je vais te dire, c'est rigolo parce que moi j'avais jamais fait Deliveroo, je l'ai fait dimanche dernier. Je savais pas. Et j'avais rien à manger dans mon frigo. Et du coup, j'ai fait un Deliveroo. Je savais pas, hein. Ben, c'est vachement bien. Ça arrive, c'est chaud à la maison et tout. T'as rien à faire, c'est bon. Mais je fais pas ça, moi. Non, on fait pas de Deliveroo. Ah, je fais pas ça non plus. Non, mais je suis désolé, mais... C'est la Véronnelle. Hein, c'est moi qui m'en occupe de tout ça. Je suis là dans les restaurants. Quand les gens ils sont contents, ils me le disent. Quand ils sont pas contents, ils me le disent aussi. Non, mais on fait pas ça. Mais... Non, après, vous utilisez des outils modernes comme pour gérer au restaurant, j'imagine. Pour... Non, mais on a une carnet de réservation, on écrit à la main, quoi. C'est à la main encore? Ouais. Dans les non, pas au gastro, pas au gastro. Sauf pour le restaurant étoilé. Oui, mais sinon, dans nos 2 restaurants, nos 3 restaurants, on est encore une fois sur des petits espaces. Ouais. Et c'est vrai que nous, on aime bien. On a un très beau cahier. Ce qui est important pour nous, et c'est le contact aussi avec les gens qui appellent pour réserver. Il y a quelqu'un qui décroche. Qui aussi oriente les gens, qui nous demandent en effet quel type de cuisine. Et ça, c'est important pour nous. Donc le restaurant étoilé, en effet... oui, on fait. Il y a des gens qui réservent par la fourchette, mais... tout ça. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on a. Au gastro, on a. Après, c'est vrai que dans les bistrots, comme je trouve que pour le gastro, c'est vraiment bien le système parce que déjà, les gens écrivent, réservent. C'est un acte d'aller dans un restaurant étoilé, différemment que dire tiens, je vais réserver dans tel restaurant et on prend le téléphone. Mais pour nos bistrots, le bar des Prés, toutes ces choses-là, on fait par téléphone en fait. Voilà. Mais bon, on a quand même la fourchette au gastro. Je veux pas foutre de la merde. Hein. Tout va bien. On est très contents. Hein. Merci beaucoup. C'est une super application. Voilà. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Ouais. Ah oui, c'est vraiment le premier, maintenant c'est... Une pression de quoi? Non, je pense qu'il faut arrêter le fantasme avec tout ça. Je pense que après il y a de la place pour tout le monde à Paris. Comme disait Stéphane, quand on a ouvert la pâtisserie, c'était la première fois qu'il y avait une pâtisserie de chef. En tout cas de chef de cuisinier. Aujourd'hui, Thierry Marx, il a ouvert une boulangerie, Jean-François Piège l'avait fait, Guy Savoie aussi, Alain Ducasse a monté une chocolaterie. Bon, c'est bien, enfin, je veux dire, il y a la place pour tout le monde. De toute manière, il n'y a pas... j'ai envie de dire, personne n'a créé... personne n'a rien créé qui de la poule de la fête arriver le premier, on s'en moque en somme. L'essentiel, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et moi, je pars vraiment du principe qu'il en faut pour tout le monde. Et il y a de la place pour tout le monde. On est à Paris, il y a vraiment de la place de ça. Donc, il n'y a pas de pression de quiconque, quoi. Ça, non. J'ai volé la place à personne. Hein. Oui. Bonjour.
Ben, ça marche avec, on fait en sorte de le valoriser tout le temps. C'est vrai qu'à la télé, il y a eu forcément la cuisine, enfin forcément, pas forcément d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu la cuisine. Télévisuel. Comme il y a la pâtisserie, je sais pas, je pense que c'est un vrai débat tout ça, mais on met en avant la salle parce qu'aujourd'hui, sans la cuisine, sans la salle, il n'y a pas la cuisine. Et vice-versa, et c'est ce que je me tue à dire dans les restaurants, quand on le fait au gastro, des fois ça chauffe un peu entre la cuisine et la salle. Et je leur dis, c'est deux métiers différents, mais l'un ne marche pas sans l'autre. Donc on essaie de valoriser tout ça, bien entendu. Après, à la télé, ça c'est encore un autre débat, et moi je ne suis pas diffuseur, quoi, c'est ça le... Mais est-ce que dans Top Chef, par exemple, il pourrait y avoir plus de choses sur la salle. D'épreuves autour de la salle. Ouais, mais moi je suis partisan de ça, que l'on mette en avant la salle, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment important. Et d'ailleurs dans nos métiers, je pense au magazine Le Chef, etc. Chaque année il y a le meilleur sommelier, le meilleur directeur et le meilleur chef. Et je trouve que c'est bien parce que ça met en avant le travail de la salle. Après à la télé, ça c'est encore un autre débat, quoi. Une autre question? Je vois plus rien. Ouais, allez, on y va. Allez, on y va. On plie les cols. Un Doliprane et Oli. Allez. Merci Cyril encore une fois. Merci Salut. Laurence, Benoît. Merci à toi. On est très heureux de vous accueillir.